Bonjour à tous, bienvenue à cette première émission du Cercle des Explorateurs. Le Cercle des Explorateurs, c'est une émission qui va être placée sous le signe de la découverte, avant tout, mais surtout du partenariat. C'est une émission où on va accueillir des éditeurs, des créateurs de différents jeux ou différentes choses qui sont liées à l'imaginaire euh, pour vous faire découvrir ce qu'ils ont à nous proposer. Euh, Notre premier partenariat pour cette première émission, c'est les studios Dead Crows. Studio fondé en 2005. Ils ont plusieurs jeux à leur actif, Amnesia 2051, Mindjammer, Capharnaüm, entre autres, et surtout le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, RuneQuest. Pour parler de RuneQuest, on a un invité aujourd'hui qui va aussi nous proposer une partie de RuneQuest. Cet invité a été auteur et traducteur pour RuneQuest Aventure dans Gloranta, le jeu auquel on va jouer aujourd'hui. Donc je vous propose de découvrir avec moi Jean-Christophe Cubertafon qui va nous parler un petit peu de son travail pour RuneQuest. Merci de m'accueillir dans vos studios, c'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir aussi pour nous de t'accueillir ici. Je vais peut-être commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail spécifiquement sur RuneQuest? Qu'est-ce que tu as fait pour le jeu? Quel- Alors, sur RunQuest, j'ai d'abord été traducteur, pas seul, nous sommes deux traducteurs, Christophe Valla et moi-même, dirigé par la très compétente Morgane Munz, euh, qui ne laisse passer pratiquement aucune coquille. Ça arrive parfois, mais Ouais, ça arrive ça toujours. arrive parfois. Mais globalement, on est assez fiers de ce travail-là. Et ensuite, j'ai été auteur du scénario qui se trouve dans la version française. Donc, quand l'esprit faillit. Ok. Et puis, avant RuneQuest, j'imagine que tu n'es pas Avant, apparu non. sous le signe d'une rune. Avant RuneQuest, c'est quoi ton rapport avec le jeu de manière générale, et puis peut-être RuneQuest en particulier? Comment tu te situes par rapport au monde du jeu? Je suis un vieux joueur. Je crois que RunQuest doit être le deuxième jeu que j'ai acquis dans ma jeunesse. C'était la version 2 à l'époque, en anglais. Ça devait être en 83 ou 84. J'étais Donc pas né. c'était peut-être une... RunQuest est certainement ma Madeleine de Proust. Ok. Donc, tu as eu la chance de travailler sur cette Madeleine de Oui, Proust directement? c'est une grande, grande chance, un grand honneur. Et puis une grande confiance que nous font Chaosium et que m'ont fait les studios Dead Cross. Donc, tu as parlé de plusieurs choses, de la traduction, de l'écriture l'écriture d'un scénario pour ça. Moi, je suis curieux aussi par rapport à la traduction, parce que RuneQuest, avant qu'on parle vraiment de RuneQuest et de Gloranta, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais juste par rapport à la traduction, voilà, c'est un jeu qui a une histoire, c'est un monde qui a une histoire, il y a certains mots. Je pense que les joueurs qui découvriront la version française verront peut-être que certains termes ont été traduits, d'autres pas, on garde des choses comme. On garde certaines choses, on garde pas d'autres. Comment est-ce qu'on fait un travail de traduction Ah, pour quelque chose comme ça? alors, sur RunQuest, la partie règle n'est pas la plus difficile en fait. Ce qui est sur RunQuest, la grande particularité, c'est la richesse du monde, la richesse de Gloranta. Et les innombrables noms propres de lieux, de personnes, souvent avec des jeux de mots en anglais, donc il n'est pas forcément facile à retranscrire en français. On a, dans la plupart du temps, quand ça faisait sens, on a traduit en français. Sauf deux, trois exceptions, en particulier Boldom, puisque c'est la ville iconique, et on s'est dit que les vieux Glorantiens, les joueurs de RuneQuest des premières éditions, aimeraient retrouver la saveur des temps anciens. D'accord. Donc, ouais, des choix qui se font en prenant en considération les vieux joueurs et puis aussi. Ouais, après, dans la mesure du possible, quand même, on est resté sur les termes à traduire au maximum quand ça faisait sens, quand enfin, les termes, je sais pas, moi je pensais à Phasure, Wild Reed,
Donc, tu as évoqué Gloranta, j'ai dit le nom aussi en passant, tu parles de vieux Glorantien. On a peut-être des spectateurs qui ne sont pas familiers, que ce soit avec RuneQuest ou avec Gloranta. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que En c'est quelques RuneQuest d'une part? Alors, en quelques mots, c'est difficile. En quelques mots et en quelques minutes. Je vais parler de Gloranta. Gloranta est un monde inventé par Greg Stafford il y a plus de 40 ans maintenant. Euh, c'est un monde comment je pourrais le définir? À explorer les mythes. C'est un monde où les mythes sont importants, prépondérants. Et j'ai l'impression que Greg Stafford et les auteurs qui ont suivi se sont amusés à explorer, à jouer avec les mythes. Euh, c'est un monde où les dieux sont omniprésents, interagissent avec les humains à travers les runes qui définissent chaque personne dans Gloranta. Et c'est un monde extrêmement riche, extrêmement dense, mais passionnant à explorer. C'est intéressant que tu parles de mythes. J'ai vu ou lu quelqu'un qui essayait de définir le monde de Gloranta en le comparant un petit peu aux terres du milieu, en disant si les terres du milieu ont été créées par un linguiste, donc Tolkien était linguiste, Gloranta c'est un monde qui aurait été créé par quelqu'un qui serait un spécialiste en mythologie. Hein. C'est intéressant que tu mentionnes aussi cette présence des mythes comme étant essentielle. Donc, RuneQuest, Gloranta, est-ce que c'est deux entités qui se superposent complètement? Aujourd'hui, oui, avec cette version, oui. C'est-à-dire que RuneQuest est un système de règles qui est assez ancien. C'est la base du très connu et très célèbre BRP, qui a été utilisé pour d'autres jeux, l'Appel de Cthulhu en tête, mais aussi Stormbringer et d'autres ensuite. Donc c'est un système à base de dessin. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à cette édition-là, le système était séparé, relativement séparé du monde. Et cette édition renvoie Gloranta au cœur des règles, surtout par deux points essentiels qui sont les passions, qui sont inspirées de Pendragon, et les runes, qui elles sont directement liées au monde de Gloranta. Donc un personnage est défini, certes par des caractéristiques et des compétences, comme dans tous les jeux à dessin, mais également par ses runes et ses passions. D'accord, donc ces runes qui sont dans le nom du jeu, elles ont vraiment un impact en jeu. Elles ont un impact en jeu, elles ont une saveur en jeu, au-delà de définir les personnages, elles construisent le jeu du personnage. D'accord. Et ça a du sens aussi par rapport au monde de Gloranta où les runes sont... Bien sûr. Ça implique, ça fait des personnages que les joueurs vont interpréter des Glorantiens, okay. Des habitants de Gloranta. Et on se réjouit de découvrir ça aussi. Maintenant, tu l'as dit, hein, Gloranta c'est un monde, RuneQuest aussi qui existe depuis déjà un petit moment. Hein. Le monde de Gloranta il est apparu en 1975, sauf erreur, d'abord dans un jeu de plateau, et puis ensuite 78 avec la première édition de RuneQuest. Mais beaucoup de joueurs sont peut-être pas familiers avec RuneQuest, avec Gloranta, et puis ça peut être intimidant. Moi-même, je fais partie de ces joueurs-là, c'est-à-dire que quand on commence à se plonger dans ce monde de Gloranta, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de ces mythes, c'est écrit comme de l'histoire. C'est quelque chose d'assez intimidant. Est-ce que tu as des conseils à donner, que ce soit aux joueurs d'une part, et aussi aux MJ qui voudraient se lancer dans cette aventure-là? Alors que ce soit pour les joueurs ou les MJ, je crois qu'il faut commencer petit. Okay. Il faut commencer petit. Un des intérêts du jeu, et de cette édition en particulier, c'est que lors de la création des personnages, on travaille avec l'histoire de leurs personnages. Quel est leur passé, d'où ils viennent, leurs parents, leurs grands-parents, les événements qui ont façonné le monde qui les entoure. Et on travaille sur leur communauté immédiate, leur clan, puis leur tribu. Et je pense qu'il faut commencer par ça, par rentrer par cette petite porte qui est la famille étendue des personnages, leur environnement, jouer avec ça et en cercle, enfin, je
pas en cercle concentrique, mais en une spirale qui s'ouvre, comme La la rune de rune de l'air, aller vers les grands mythes héroïques et vers les grands héros, etc. Explorer le monde en partant de chez soi. D'accord. Je pense que c'est l'entrée la plus sage. Vouloir saisir tout Gloranta quand on est nouveau maître de jeu ou nouveau joueur me paraît voué à un échec cuisant, tellement la somme de choses à lire est énorme. Il ne faut pas essayer de tout assimiler tout de suite. Oui. Alors, ouais, c'est aussi ce que j'ai pu, c'est aussi ce que j'ai pu constater. C'est vrai que c'est moi-même un univers que je connaissais pas très bien. Et puis quand j'ai commencé un petit peu à lire, sachant qu'on allait t'accueillir ici et puis qu'on allait nous-mêmes se prêter à une partie de RunQuest après ça, ouais, je veux dire que ce côté un peu intimidant était vite là. Donc, tu as parlé de ce conseil de la petite porte pour les joueurs. Donc, c'est aussi quelque chose qui s'applique pour les maîtres de jeu qui voudraient. Oui, c'était l'esprit du scénario qui se trouve dans le livret d'introduction. C'est aussi l'esprit du scénario qui se trouve dans le livre de base. D'accord. Donc on rentre dans l'environnement immédiat des joueurs et on découvre ce que c'est qu'un clan, ce que veut dire être un clan, ce que veut dire être une communauté dans Gloranta. On découvre que les joueurs peuvent être certes des aventuriers et des héros en devenir, mais avant tout des fermiers et des voisins. Et des voisins. Donc là, on a parlé peut-être un petit peu des nouveaux joueurs qui découvraient ce genre de choses-là. C'est une nouvelle édition, donc il y a des choses qui changent. Tu as parlé du fait que, par exemple, les runes étaient maintenant un peu plus prépondérantes. Pour les joueurs qui connaissent déjà, ou disons les joueurs plus chevronnés, qui pratiquent le jeu de rôle depuis longtemps, ce genre de choses-là, qu'est-ce qui fait que RuneQuest est quelque chose de particulier qui va être différent d'autres types de jeux de rôle, par exemple? Alors, pour les vieux joueurs qui connaissent Gloranta, je pense qu'ils vont... Enfin, ça a été mon cas. Avec cette nouvelle édition, c'est un plaisir renouvelé à redécouvrir le monde. Il n'y a pas de changement fondamental sur les règles, il n'y a pas de changement fondamental sur Gloranta, si ce n'est que alors, je suis désolé, je vais utiliser un mot anglais, la timeline avance. Pendant longtemps, les éditions se sont focalisées sur une région qui était occupée par l'Empire lunaire. Et cette occupation n'est plus. On avance dans le temps. Donc ça change un petit peu la donne. Ce qui était considéré comme manichéen dans les années 80-90 ne l'est plus aujourd'hui avec cette édition. Donc c'est peut-être un jeu qui, dans ces années-là, on aurait eu plus tendance à jouer des rebelles dans une société opprimée. Et puis maintenant, qu'est-ce que ça propose aux joueurs? Alors, avant, on jouait des rebelles dans une société opprimée, certes, avec des petites variations également. Aujourd'hui, on joue des gens qui redécouvrent leur liberté et qui vont penser leurs blessures. Qui vont également considérer les ennemis d'hier comme des nouveaux alliés. J'ai l'impression que ces nouveaux alliés potentiels, donc il y a peut-être aussi un jeu politique un peu plus... Les jeux politiques avancent, on avance vers ce que Greg Stafford avait prévu dès le début, qui est la guerre des héros, donc son premier jeu de plateau, vers la guerre des héros. Donc ces héros en devenir, les cartes ont été bousculées un petit peu par ce qui s'est passé, et il faut redéfinir un petit peu le rôle de chaque héros dans cet âge qui avance. D'ailleurs, les pré-tirés qui sont là-dedans incluent un ancien soldat lunar qui est allié de personnages sartarites classiques. D'accord, ouais, donc le manichéisme ancien n'est plus. On a plus de zones grises. Il y a plus de zones grises, c'est plus intéressant. Ouais, des zones intéressantes à explorer. Tu as mentionné la guerre des héros. Est-ce que les héros en question sont les joueurs ou pas forcément?
C'est une grande question qui va diviser la communauté, peut-être. D'accord. Les joueurs sont indubitablement des héros en devenir. RuneQuest fait partie de ces systèmes où on part de l'aventurier du zéro à l'héros. Mhm. Donc les joueurs sont des héros en devenir. Néanmoins, des héros iconiques parcourent le monde et ont leur propre vie existante. Et proposeront aux aventuriers devenus héros de prendre leur place à leur côté. Ou face à face. Ou face à face, ok, intéressant. Est-ce que ces héros, les aventuriers incarnés par les joueurs, est-ce que tu décrirais RuneQuest comme un jeu vraiment héroïque à quel type d'aventure il se prête? Est-ce que c'est un jeu qui est létal? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que joueur? Ça dépend souvent du maître du jeu, oui. Certes. Mais... Moi, je considère le système comme étant létal. C'est un système où le héros n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, tout héros qu'il est. Oui, moi je trouve que le système est létal. Dans les petites choses que les auteurs ont voulu explorer, les conséquences de la violence sont importantes. Le jeu étant létal, les joueurs pouvant être létaux également, il est important de ne pas se limiter à la violence. Trouver d'autres voies. On va reprendre ce que le dicton bien connu chez les Sartarites: la violence est toujours une option, disent les hommes. Les femmes répondent: mais il existe une autre voie. Ça résume assez bien l'esprit du jeu. D'accord. Est-ce que, sans aller sur un terrain peut-être un peu plus politisé, mais là il y avait quelque chose de très homme-femme, est-ce que le monde de RuneQuest est un monde qui est ouvert par rapport aux visions de genre, ce genre de choses-là, ou bien... Il est ouvert, en fait. Quand je dis hommes et femmes, c'est les vénérateurs de Orlante, dieu des tempêtes, sanguin, colérique, et ceux qui vénèrent Ernalda, son épouse, la terre, qui est plus posée, plus pragmatique, et qui sait qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ses fins. Donc, alors, pour la question de genre, il n'y a pas non plus de manichéisme de genre. D'accord. Dans l'univers de Gloranta. Dans l'univers de Gloranta, il peut y avoir du manichéisme de genre à des tables, mais l'univers en lui-même, non. Ni même les dieux, ni même le rôle des dieux et des déesses. Il n'est pas celui que... C'est pas un rôle patriarcal des dieux, un rôle un peu plus soumis des déesses. Enfin, il y a vraiment une égalité là-dedans, il me semble. D'accord. En tout cas, ce qui est assez clair, rien qu'en t'entendant en parler, c'est que c'est un monde qui est culturellement riche. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de nouveau plein de choses à découvrir. Je pense que ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut peut-être y aller petit bout par petit bout, pas vouloir tout ingérer d'un seul coup, parce que l'indigestion est possible. La cosmogonie est riche, le nombre des dieux est extrêmement riche, le nombre de mythes est tout autant. Et non, il vaut mieux y aller par petites touches et explorer des mythes accessibles tout de suite. Très bien. Je ne suis pas sûr d'avoir d'autres questions, à moins qu'il y ait un sujet en particulier que tu as envie d'évoquer avant qu'on commence à mettre en place les choses pour que tu nous fasses découvrir ce monde lors d'une partie. Oui. Je vais répéter ce que j'ai dit en fait. Commencer petit. Très bien. Dans un monde aussi vaste et aussi riche, je pense que commencer petit, c'est peut-être un bon conseil. En tout cas, je me réjouis moi-même de découvrir ce monde à ta table. Et c'est avec plaisir que je vous ferai jouer. Ouais. Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir rejoints ici au studio 4D2. On se réjouit de découvrir RuneQuest avec toi et merci encore au studio Dead Crows pour leur soutien. Et merci à vous de m'avoir accueilli.
Alors après cette petite interview avec Jean-Christophe, on va maintenant passer à la présentation des personnages. Vu que je suis déjà ici, je vais m'y coller un petit peu en premier. Et je vais poser un petit peu quelques questions pour que tu puisses donner un peu des informations plus claires. Donc moi je vais incarner le personnage de Vadast Œil Doré, un initié d'Issaris, un jeune homme de 22 ans. Décrit comme étant assez énergique, affable, souriant, et athlétique, entre autres. Des choses dans lesquelles Tu te reconnais. je me reconnais passablement pour l'instant. Pas dire pour tout. Mais tu as parlé de l'importance des runes tout à l'heure. Je vois plusieurs runes qui ont l'air d'avoir une importance particulière pour Vadast. La rune de l'air, la rune de l'air, la rune de l'harmonie et la rune du mouvement. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, ces 3 runes sont les runes qui sont associées à Issaris. Issaris, dieu de commerce et des voyages de façon générale, des voyages aventureux, avec profit. D'accord. La rune de l'air est associée effectivement à l'énergie, mais également à la violence. La rune du mouvement, comme son nom l'indique, est le changement et le voyage. Mais cette violence, peut-être sous-jacente, va être compensée par cette rune de l'harmonie qui fera de Vadast un personnage plus négociateur que violent, quoique pouvant passer, le cas échéant, à une solution plus extrême. D'accord, donc un petit peu, peut-être tiraillé un peu entre Parfois, la rune de l'harmonie et la rune de l'air. Il peut être parfois tiraillé par ces 2 runes-là. D'accord. Et puis je vois donc que Vadast est un négociateur donc de Jeanville, ça dépend. Jeanville. Ok. On parlait de traduction aussi Ouais. tout à l'heure. Mais qu'il y a peut-être une volonté dans son ambition de négociateur, étant donné que sa famille semble avoir, en tout cas être accusée d'avoir un peu profité de l'occupation lunaire. C'est une occupation. Ouais. Il s'est passé des choses pendant l'occupation. Comme j'indiquais tout à l'heure, le peuple de Sartar pense ses blessures et fait un peu table rase du passé. D'accord. Donc peut-être encore quelques tensions sous-jacentes. Quelques tensions, et la jeune génération aura peut-être envie, elle, d'aspirer au moins à la paix. Okay. Je vois en tout cas que la question générationnelle est aussi toujours présente. J'ai ici des informations autant sur les grands-parents que sur les parents de Vadast. Donc, ça fait partie du processus de création des personnages. Bah, je me réjouis d'interpréter Vadast et puis de voir si c'est la rune de l'harmonie ou la rune de l'air qui prime. Merci bien. On va passer à la présentation des autres personnages. Parfait. Bon, Jean-Christophe, dans cette partie de RunQuest, je vais jouer un combattant, un ancien légionnaire, qui s'appelle Vostor, fils de Pigem. Il est initié des 7 mers, donc je crois ce qui a donné naissance à la Lune rouge. Il a 21 ans, c'est un homme. Il est garde du cercle de Jeanville. On verra plus tard la ville dans laquelle il a trouvé refuge, si on veut bien. Et il a été adopté dans la tribu Saint-Sina. Oui. Son parcours est un peu particulier. Les Lunars ont subi une défaite cuisante. Et le roi de Tarche a décidé de faire le ménage dans son armée. Vostor a été victime de ce ménage, trahi par les siens, et cherchant refuge dans chez ses anciens ennemis et trouvant là-bas de nouveaux amis. On en a parlé lors de l'interview. Vostor est le personnage qui représente toutes les zones d'ombre non manichéennes du nouveau RunQuest. Très bien. En fait, au départ, il fait un peu partie de cette armée, cet empire conquérant, oui, qui vient s'installer, qui vient prendre la passe du dragon, c'est ça. Et effectivement, suite à une débâcle, à un siège qui tourne mal, l'empire décide de changer les pièces au niveau des dirigeants, et ma foi, il va s'en suivre des purges. C'est ça.
Et lors d'une de ces purges, en fait, il va subir une tentative d'assassinat et il va prendre la fuite. Donc en fait, c'est un personnage qui se retrouve dans le camp, enfin dans le camp si on veut bien, de ce qui avant était ses ennemis. Et il va être réfugié dans ce camp-là. C'est un personnage qui a une position un petit peu particulière parce que on pourrait le considérer comme un traître, alors que lui il voit peut-être plutôt les siens l'ayant trahi. C'est plutôt un déserteur. Oui, déserteur pour sauver sa peau. Très bien. Mais je crois me souvenir que son honneur est une de ses passions les plus élevées. C'est quelqu'un qui est honorable et droit dans ses bottes. D'accord. Très bien. Je vois qu'il a également au niveau des runes, évidemment la lune, puisqu'il est originaire de Lunar, et désordre et illusion. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu Qu'est-ce qu'on peut en dire Effectivement, il vénère les sept mers, d'où la lune rouge qui est fortement marquée chez lui, ce qui en fait quelqu'un finalement d'assez mystique. La lune rouge, la rune de la lune est souvent associée au mysticisme. La rune du désordre et de l'illusion en font presque un fauteur de trouble. D'accord. Presque un fauteur de trouble. Mais c'est une façon de combattre qui lui est propre, où il va utiliser plus de la roublardise que malgré son honneur. Ouais. Il utilise tous les coups sont permis. D'accord. Donc c'est pas forcément un guerrier lourd qui est en première ligne et qui va user uniquement de ses tactiques martiales, si on veut bien. C'est un guerrier lourd qui est en première ligne, mais qui va utiliser aussi Très bien. Bon, de sa roublardise. Moi, je me réjouis de participer à cette partie. C'est un univers qui est riche, un peu angoissant comme ça à première vue, parce que justement extrêmement riche. Je crois que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Très bien. Alors moi je vais jouer Imarjarine Brispo. C'est une femme de 24 ans, initiée de Babister Gore, gardienne du temple de la terre du clan Ernaldori de la tribu Kolimar. Oui. Et j'ai grandi dans les rues de Notchet, la reine des villes bénie par la grande déesse. Alors toi, tu es une étrangère à la région, par rapport aux autres qui viennent de cette région-là, de Sartar. Notchet se situe au sud, bord de la mer, et c'est la reine des villes, puisque c'est la ville la plus grande et la plus peuplée de tout Gloranta. Okay. C'est aussi la ville préférée de la grande déesse, Ernalda, la déesse de la terre. Babister Gore est la fille d'Ernalda, on l'appelle la fille vengeresse de la terre. C'est elle qui protège les innocents et qui poursuit les parjures et ceux qui se sont attaqués à la terre et aux innocents. Exactement, oui. Oui, c'est une guerrière. Ouais, c'est ça. Sauvage. C'est ça, c'est très très bien. Extrêmement dangereuse. Excellent. Ce qui mène aux runes. Oui. Donc la plus importante pour moi, c'est la rune de la mort. Oui, elle est associée à ta déesse. Et j'ai aussi la terre et la vérité. Oui. La terre, puisque c'est la fille vengeresse de la terre, elle appartient à la famille des dieux, des divinités terrestres. La mort, la terre et la mort sont les deux caractéristiques de ta déesse. Et la vérité, parce que effectivement, tout ce qui est... c'est un personnage qui a tendance à croire à des vérités absolues et franches. Très bien. Aussi coupantes qu'une hache. Parfait. Alors, super. Je me réjouis beaucoup de découvrir cet univers. Alors, pour ma part, je vais jouer Jarine, fille de Yanir, qui est une apprentie prêtresse du clan Ernaldori de la tribu Kolimar, qui est une prêtresse qui a un certain franc-parler, d'après ce que je comprends, qui parfois est même grossière. Du coup, j'avais une question pour toi. Quels sont les rites qui se pratiquent par les prêtresses de la Terre, par exemple? Les prêtresses de la Terre sont extrêmement importantes pour la communauté. D'abord parce qu'elles président à tous les rites liés aux cultures. Elles bénissent les terres, elles bénissent le bétail. Elles sont également extrêmement importantes parce qu'elles bénissent les naissances. Oui, effectivement. C'est important. C'est extrêmement important. Parce que l'agriculture à la naissance, c'est bien. Ouais. Et elles s'occupent également d'une partie des soins apportés au corps blessé des membres de la tribu et du clan.
tu as d'autres questions? Peut-être, oui, en termes d'interprétation du personnage, quand je vois les runes notamment, je vois que mon perso est plutôt axé sur les runes de terre, de bête, de fertilité. Par contre, pour le reste, c'est assez 50-50. Donc, j'imagine plutôt un personnage qui est assez posé, qui réagit plutôt aux événements qui lui arrivent dessus. Alors, la rune de la terre, effectivement, la forte rune de la terre dénote un caractère assez pragmatique. Ok. Bien terrestre, les pieds Oui. bien ancrés dans la terre. La rune de la fertilité, qui est aussi une des caractéristiques de ta déesse, indique un personnage que l'on pourrait qualifier de voluptueux. D'accord. Oui. Ouais. Elle représente ce que c'est que la terre nourricière. Ouais. Voilà. Et la rune de la bête indique que tu es plus à l'aise dans la nature et dans la campagne plutôt que dans les rues d'une ville au cœur de la civilisation. La sophistication n'est pas tout à fait de ton goût. Oui, effectivement, j'ai cru comprendre. Mais c'est bien, tout ça est très cohérent. Donc, on va essayer de... Ça donne un caractère bien trempé et Ouais. parfois des sorties Je réagirai simplement. assez franches. C'est parfait. Un franc-parler. Ben, merci pour les infos. Maintenant, je sers mieux le personnage. En tout cas, je me réjouis beaucoup de cette partie. Et puis, on se voit dans quelques minutes. Alors maintenant que tous les personnages ont été présentés, on va pouvoir se diriger du côté de la table de jeu, où Jean-Christophe va nous faire découvrir le monde de Gloranta. Le temple l'a attaqué. Ah, Il est hanté, le temple. Il prétendent que le temple l'a rejeté. Ce qui me paraît totalement aberrant, on est bien d'accord. Je m'engage personnellement sur mon honneur à faire en sorte que nous réglions cette situation. On va voir de quoi il retourne, et en fonction de ce qu'on trouvera, on établira une stratégie. On pourra faire ça tout seul. Je crois que nous vous suivons. Ah, mais c'est parfait. Allons-y. Allons-y, merci. Il était temps.